Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Le remaniement tant attendu de l'administration Macron est enfin concrétisé, révélant 8 nouveaux visages. Malgré ces changements opérant dans un contexte tendu, l'architecture générale du gouvernement demeure inchangée, suscitant de vives critiques de part et d'autre de l'échiquier politique. Après de multiples reports, le fameux remaniement a finalement vu le jour. Hier, l'Élysée a annoncé la réorganisation du gouvernement, introduisant 8 nouveaux visages. Parmi les entrées, l'ancien de la gauche social-démocrate Aurélien Rousseau, précédemment directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, est nommé ministre de la Santé en remplacement de François Braun. Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, se voit confier la responsabilité du ministère des Solidarités. Gabriel Attal, ex-ministre chargé des comptes publics, reprend les rênes du ministère de l'Éducation nationale à la place de Pape Ndiaye, qui se retire du gouvernement au regret de la gauche sénatoriale, qui considère son départ comme un tournant droitier de l'exécutif. Ndiaye laisse à Attal une multitude de défis, allant de la revalorisation des enseignants à la réforme du baccalauréat, en passant par la question de la mixité sociale dans le secteur privé et le port des abayas. Marlène Schiappa, éclaboussée par le scandale du fonds Marianne, quitte elle aussi le gouvernement. Au-delà de quelques ajustements, l'architecture du gouvernement reste globalement la même. Marc-Philippe Daubresse, sénateur LR du Nord, remarque, je cite, « Pour le reste, je constate que le macronisme se déplace vers la gauche. L'essentiel des nommés vient de la sphère socialiste. » Et des élus de droite et de gauche ont critiqué le remaniement à minima, considérant qu'il reflète une absence de vision politique. Guillaume Gontard, président du groupe écologiste au Sénat, a commenté « Seulement un an après la réélection d'Emmanuel Macron, on aurait pu s'attendre à autre chose. Au lieu de cela, il installe un gouvernement resserré et rabougri, ce qui prouve qu'il n'a toujours pas compris qu'il n'avait pas de majorité. Le président est décidément incapable de travailler avec son opposition. » De son côté, le sénateur parisien Bernard Jomier, qui siège avec les socialistes à la Chambre haute, a tweeté « Ce remaniement gouvernemental paraît plus être un simple changement de tête qu'une réponse politique aux attentes des Français. Nous sommes dans l'écume des choses. » La nuit dernière, les missiles russes ont de nouveau frappé les ports du sud de l'Ukraine, renforçant les inquiétudes concernant les approvisionnements en céréales des marchés alimentaires mondiaux. Hier, les villes d'Odessa et de Mykolaiv se sont réveillées face à un nouveau carnage après que des missiles russes ont frappé des installations céréalières et d'autres bâtiments. C'était la 3e nuit consécutive de frappes aériennes sur les villes côtières. Les autorités ont déclaré que plus de 20 personnes avaient été blessées lors de ces dernières attaques. La Russie a intensifié ses frappes sur les villes portuaires ces derniers jours depuis qu'elle s'est retirée d'un accord qui permettait aux céréales ukrainiennes de traverser la mer Noire en toute sécurité. Moscou affirme désormais que tout navire se dirigeant vers les ports ukrainiens pourrait être considéré comme cible militaire. Le responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, a averti que le ciblage des infrastructures portuaires et des approvisionnements en céréales de l'Ukraine créerait une énorme crise alimentaire dans le monde. Si la route maritime est fermée, nous devrons augmenter la capacité d'exportation des céréales ukrainiennes par nos ports, ce qui implique un effort plus important de la part des voisins de l'Ukraine. Ils devront contribuer davantage en ouvrant les frontières et en facilitant le transport. Quant aux pays en développement, ils craignent que la suspension de l'initiative sur les céréales de la mer Noire n'aggrave encore l'insécurité alimentaire. Voici les détails. Le Programme alimentaire mondial ou PAM avertit que l'insécurité alimentaire en Afrique de l'Est ne fera qu'empirer après que la Russie s'est retirée de l'accord sur les céréales conclu sous l'égide des Nations Unies. Cet accord permettait à l'Ukraine d'exporter en toute sécurité des céréales via la mer Noire. Et les agences d'aide affirment que son effondrement frappera le plus durement certains des pays les plus pauvres du monde. Michael Dunford est le directeur du PAM pour l'Afrique de l'Est. Cela va rendre notre capacité à nourrir les personnes affamées encore plus difficile. La région compte déjà 80 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Cette suspension de l'initiative ne fera qu'exacerber une situation déjà terrible. En outre, Dunford explique que le conflit soudanais ajoute une difficulté supplémentaire à la fourniture d'aide dans la région. La guerre a entraîné le déplacement de plus de 3 millions de personnes, dont plus de 700 000 sont passées dans les pays voisins. Nous n'avons jamais vu la région aussi menacée qu'aujourd'hui. Mardi, les Nations Unies ont déclaré qu'elles continueraient à faire pression pour qu'une solution soit trouvée.
Le secrétaire général continuera à explorer toutes les voies possibles pour s'assurer que les céréales ukrainiennes ou les céréales russes et les engrais russes soient écoulés sur le marché mondial. Il s'agit là d'une de ses priorités. Un certain nombre d'idées sont en cours d'élaboration. L'accord sur les céréales de la mer Noire a été négocié par les Nations Unies et la Turquie en juillet dernier afin de lutter contre une crise alimentaire mondiale aggravée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et après la fuite du soldat américain Travis King en Corée du Nord mardi, les relations diplomatiques entre Washington et Pyongyang sont à nouveau sous les feux de la rampe. Le département d'État américain a déclaré mercredi qu'il avait contacté ses homologues de l'armée populaire de Corée du Nord pour obtenir des informations, mais qu'il n'avait pas encore reçu de réponse. Comme vous pouvez l'imaginer, dans une situation comme celle-ci, ces discussions sont très sensibles et je ne suis pas prêt à entrer dans tous les détails pour le moment. Ce que je peux dire, c'est que nous, au département d'État, avons discuté de cette question avec nos homologues de Corée du Sud et de Suède, y compris ici à Washington. Par le passé, la Suède, étant l'un des rares pays à disposer d'une ambassade à Pyongyang, a joué un rôle crucial dans les contacts entre l'Occident et la Corée du Nord, mais actuellement l'utilisation de ce canal pourrait s'avérer délicate. Normalement, lorsque les Américains se trouvent dans ce genre de situation, le gouvernement américain doit passer par l'ambassade de Suède à Pyongyang, mais celle-ci est actuellement fermée à cause du Covid-19 et les États-Unis devront donc trouver une nouvelle voie diplomatique. Tai Yong-ho, un ancien diplomate nord-coréen, a déclaré à Reuters que même si Pyongyang semble avoir acquis une influence diplomatique inattendue, l'État communiste n'en tirera pas nécessairement des avantages significatifs. Je suis sceptique quant à l'utilisation politique de ce personnel militaire américain par la Corée du Nord, étant donné que son grade militaire n'est pas très élevé. Le coût de la sécurité, de la surveillance et de l'interprétation de King pour la Corée du Nord pourrait également commencer à s'accumuler. Un nombre croissant d'analystes ont également émis des doutes sur la manière dont Pyongyang pourra utiliser King à son avantage. Je dois imaginer qu'ils ne sont pas très optimistes quant à ce qu'ils peuvent obtenir pour lui. Mais dans le même temps, les États-Unis se sont engagés à ramener chez eux les citoyens détenus à l'étranger. Pourtant, certains ont déclaré à Reuters que les discussions sur le sort du soldat pourraient donner lieu aux premiers échanges diplomatiques directs entre la Corée du Nord et les États-Unis depuis des années. Pyongyang disposerait d'une façon standard pour traiter les détenus ou les transfuges américains et occidentaux de manière adéquate, afin d'éviter tout contre-coup politique. Une exception notable est l'étudiant américain Otto Warmbier, qui est décédé en 2017, peu après avoir été libéré d'une prison nord-coréenne. Nous ne voulons pas voir un autre Otto Warmbier et je ne pense pas que la Corée du Nord essaiera de le faire parce que cela aurait d'énormes conséquences. La grande question est toutefois de savoir si la fuite de King pourrait avoir une incidence sur les négociations de dénucléarisation qui sont au point mort, ou sur l'isolement persistant de la Corée du Nord à la suite de la pandémie de Covid-19. La Corée du Nord poursuit ses essais de missiles balistiques. Le dernier en date a coïncidé avec l'arrivée en Corée du Sud d'un sous-marin américain équipé de missiles balistiques à tête nucléaire, une première depuis les années 80. Le sous-marin est là pour montrer l'engagement des États-Unis dans la défense de la Corée du Sud. Et si ce n'était pas le cas, la Corée du Sud penserait vraiment à se doter de l'arme nucléaire. C'est grave. C'est donc le pire des scénarios. Hier, la Corée du Nord est restée silencieuse sur la situation. Les médias d'État qui ont déjà fait état de la détention de ressortissants américains n'ont pas non plus commenté l'incident jusqu'à présent. Et à propos des États-Unis, un groupe de discussion à l'Institut Hudson s'est penché sur la répression du Parti communiste chinois sur le sol américain. Ce débat est intervenu à l'occasion du 24e anniversaire de la persécution des pratiquants du Falun Gong à l'échelle nationale. Un reportage signé Sam Wang de NTD. Un maire d'une petite ville située à l'extérieur de San Diego, comme de nombreux maires des États-Unis, a reçu une lettre du consulat de Los Angeles lui disant de ne pas soutenir le Falun Gong, de ne pas s'exprimer contre la persécution. Cet homme est Levi Brody, fondateur et directeur exécutif du centre d'information du Falun Dafa. Il a déclaré qu'une persécution qui se cantonnait autrefois à l'autre bout du monde a fait son chemin sans contrôle jusqu'aux États-Unis. Tout ce qu'ils ont fait au Falun Gong au cours des 24 dernières années est une étude de cas de ce qu'ils commencent à faire et ont fait à d'autres groupes, y compris à des fonctionnaires américains.
Le Falun Gong, également connu sous le nom de Falun Dafa, est une pratique spirituelle qui consiste en 5 exercices doux et lents. Les pratiquants suivent les enseignements fondamentaux de vérité, bonté et patience. Fondée par M. Li Hongzhi en 1992, cette pratique spirituelle a rapidement gagné en popularité. Et le 20 juillet 1999, le Parti communiste chinois a lancé une persécution à l'échelle nationale en utilisant les médias d'État pour diffamer la pratique et en créant une nouvelle branche de police dédiée à sa surveillance et aux arrestations. Des milliers de pratiquants ont été torturés et même tués en raison de leur foi inébranlable. La persécution se poursuit et la Chine tente de l'exporter. Nina Sheh, avocate spécialisée de la défense des droits de l'homme, a déclaré que cette répression était présente partout aux États-Unis. Le FBI a fait une descente dans un commissariat en octobre 2022 et l'a fermé. Mais je crois savoir qu'il y a d'autres commissariats et centres auxiliaires dans tout le pays. Peut-être 8, peut-être plus, peut-être moins. Nous ne le savons pas. Le poste de police dont elle parlait s'appelait l'American Jungle Association, un immeuble de bureaux situé à Manhattan. Les autorités ont déclaré qu'il s'agissait d'un avant-poste de la police chinoise visant à cibler les dissidents chinois à l'étranger. Celui-ci opérait en tant que centre de service. Le groupe de discussion exhorte Washington à prendre des mesures législatives contre l'empiètement du PCC sur le territoire américain. Sam Wang, NTD d'actualité, Washington. Et au sujet des prélèvements forcés d'organes en Chine, nous allons maintenant entendre l'analyse de l'avocate Ellie Stephenson, qui est consultante pour le groupe à but non lucratif Coalition internationale pour mettre fin aux abus de transplantation en Chine. Une interview signée Jen Werrell de NTD. Bonjour Eleanor, merci de nous rejoindre. La pratique spirituelle Falun Gong est persécutée en Chine depuis 24 ans maintenant et comme nous le savons grâce à la décision de l'ONG China Tribunal en 2019, il y a même des preuves que les pratiquants de Falun Gong ont subi un prélèvement d'organes de force à grande échelle et cela continue. Que pouvez-vous me dire à ce sujet ? Comme vous pouvez le constater, le China Tribunal a confirmé ce que nous soupçonnions depuis longtemps, à savoir que le prélèvement forcé d'organes en Chine est pratiqué à grande échelle. Il s'agit d'un groupe d'experts indépendants, présidé par Sir Geoffrey Nice, KC. Ils ont examiné toutes les preuves disponibles, ils ont écouté 50 témoins qui ont raconté ce qu'ils avaient vécu. Ils ont également écouté les appels téléphoniques passés aux hôpitaux par des personnes prétendant avoir besoin d'un organe. Ces personnes ont été informées qu'elles pourraient recevoir un organe quelques jours après leur arrivée à l'hôpital. Ils ont donc confirmé que le processus est en cours. Oui, cela continue. Malheureusement, il s'agit d'une pratique malveillante. La victime meurt au cours du processus. Quels sont donc les défis à relever pour recueillir les preuves de ce crime horrible ? Je pense que nous pouvons dire qu'il y a un défi, comme vous l'avez dit, et que les victimes meurent au cours du processus. Leurs organes sont prélevés et elles sont tuées au cours de ce processus. En ce sens, très peu survivent pour raconter leur histoire, bien sûr, mais il n'y a pas de doute quant aux preuves. Le China Tribunal a décidé à l'unanimité, au-delà de tout doute raisonnable, que ces pratiques se poursuivent. Il y a tant d'histoires racontées par tant de personnes. C'est incontestable. Dans ce sens, il n'y a pas de contestation possible des preuves. Elles sont accablantes. Il y a cependant d'autres défis à relever. Il y a un énorme problème, le fait que la Chine, le gouvernement de la RPC, siège au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, témoigne de l'énormité du problème et de ce à quoi nous sommes confrontés. Il y a aussi des gouvernements qui ont peur de la Chine. Par exemple, le gouvernement britannique refuse de parler de génocide, estimant qu'il s'est engagé à suivre la voie traditionnelle qui consiste à écouter les Nations Unies. Il faudrait donc que l'ONU parle de génocide. Mais bien entendu, la Chine pourrait mettre son veto. Pouvez-vous me parler des efforts déployés par le Parlement britannique pour faire adopter une loi qui empêcherait ces abus de se produire en Chine ? Le Parlement britannique a donc reconnu qu'il avait un énorme rôle à jouer dans ce domaine. En 2022, il a interdit le tourisme d'organes, rendant illégal le fait de se rendre à l'étranger pour obtenir un organe provenant d'une source illégale.
S'il existe une faille, c'est que le secret médical est respecté entre les médecins et les patients. Par conséquent, si les médecins soupçonnent que cela s'est produit, ils ne sont pas tenus de le signaler pour l'instant. Mais ce sera la prochaine étape au Parlement lorsque l'obligation de signalement sera inscrite dans la législation. Plusieurs députés s'efforcent de faire pression sur le gouvernement britannique ou de lui permettre de qualifier ce qui se passe de génocide. Et il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais il y a un engagement et une détermination énorme de la part de certains membres du Parlement, ce qui est excellent. Eleanor Stephenson, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci beaucoup. Et en Espagne, les élections approchent. L'Espagne semble être sur le point de devenir le prochain membre de l'UE à basculer à droite après la Suède, la Finlande et l'Italie. Le Parti populaire de centre-droit pourrait revenir au pouvoir après 5 ans, mais il pourrait avoir besoin de l'aide du parti de droite Vox pour gouverner. Ce changement représenterait un bouleversement majeur après 5 années de gouvernement de gauche. Les électeurs espagnols se rendent aux urnes ce dimanche pour des élections qui pourraient faire du pays le dernier membre en date de l'Union européenne à basculer à droite. Ce changement représenterait un bouleversement majeur après 5 années de gouvernance socialiste. Le sentiment général est que l'économie ne se porte pas aussi bien qu'elle le pourrait en raison de la gestion du gouvernement sortant. Il est intéressant de constater qu'il s'agit d'une élection au cours de laquelle près d'un électeur sur 2 changera de candidat. Les sondages pour les élections générales ont toujours placé le Parti populaire de centre-droit ou PP en première position. Mais pour former un gouvernement majoritaire, il aura besoin du soutien du Parti Vox de droite. Le chef du PP n'a pas exclu une coalition au niveau national. Vox veut abroger une loi qui a facilité l'avortement et est sceptique à l'égard des politiques de lutte contre le changement climatique et envisage de qualifier la violence de genre de violence intrafamiliale. Il souhaite également imposer un blocus naval contre les bateaux de migrants. On dit que Vox veut expulser tous les immigrés. Mais non, nous accueillons tous ceux qui sont venus ici et qui veulent travailler avec nous, côte à côte, légalement, de manière organisée, en respectant nos lois et en s'adaptant à notre mode de vie. Un gouvernement de coalition PP-Vox signifierait qu'un autre membre de l'Union européenne a basculé à droite, une tendance observée récemment en Suède, en Finlande et en Italie. Des pays comme l'Allemagne et la France s'inquiètent de ce qu'un tel changement signifierait pour les politiques européennes en matière d'immigration et de climat. Dans toute l'Europe, il y a une certaine crainte. Mais je pense qu'il est très probable que le Parti populaire puisse contrôler l'effet de Vox. Les électeurs ont des avis partagés sur Vox. Il y a beaucoup d'immigrés et beaucoup d'entre nous allaient voter pour le PP. Mais maintenant, je ne suis pas sûre parce qu'il va faire une alliance avec Vox. Je n'aime pas Vox parce qu'ils veulent gouverner pour eux-mêmes et non pour le pays. Et le parti est très raciste. Mon souhait est que PP et Vox forment une coalition car j'aime beaucoup les idées de Vox. J'ai été éduquée dans une école dirigée par des religieuses. Mon père était très catholique et je ne peux pas supporter l'avortement. Selon un récent sondage, une majorité d'Espagnols s'inquiètent de la perspective d'un gouvernement PP-Vox. Vous avez sans doute rêvé, étant petit, de faire un tour en tapis volant. Eh bien, une société allemande a testé un taxi volant. C'était dans le sud de l'Espagne, mardi. Le Lilium Jet pourrait être utilisé dans un certain nombre de pays dans les années à venir, y compris l'Italie, la Suisse et la Chine. Andrew Thomas de NTD nous emmène. Lilium teste son taxi volant à décollage vertical. Ici à Villacarillo en Espagne, le centre de vol Atlas est l'endroit idéal pour les véhicules volants du futur. L'avion derrière nous est un avion expérimental que nous testons depuis 4 ans. Il s'agit d'un avion à réaction électrique à décollage et atterrissage verticaux, entièrement alimenté par des batteries. La cabine privée du Lilium Jet peut accueillir 6 passagers et 1 pilote. Le vol d'essai d'aujourd'hui a été piloté à distance. Aujourd'hui, nous avons assisté à un vol d'essai de l'avion, au cours duquel nous avons volé très près des spectateurs et des visiteurs parce que nous voulions démontrer la capacité de vitesse réduite de l'avion et sa manœuvrabilité. Stewart Birrell est professeur de facteurs humains pour les transports du futur à l'Université britannique de Coventry.
Selon lui, les taxis volants pourraient devenir une réalité pour le commun des mortels d'ici quelques années. Pour le commun des mortels, je pense que c'est en 2030 que ce type de service de taxi aérien arrivera sur le marché. Lilium a récemment signé des accords pour introduire la mobilité aérienne électrique dans un certain nombre de pays. En juin, le transporteur chinois Eli Eastern a déclaré qu'il avait l'intention de commander 100 Lilium Jet. Andrew Thomas, NTD Actualité. Ainsi s'achève cette édition, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez regarder tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre en tapant www.ganjing.com/fr-fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Lundi, vous retrouverez Laetitia Rodriguez qui vous présentera le journal de 20h. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous et au nom de toute l'équipe un très bon week-end et une excellente soirée sur NTD.